Nous sommes le 4 novembre 1848. L'Assemblée dirigée par Cavaignac vient d'adopter la nouvelle constitution, qui était en cours d'écriture depuis mai par une commission de constitution, chargée de l'écrire, et composée de divers bords politiques. Mais interrogeons-nous sur son contenu. Tout d'abord, son inspiration puise évidemment dans la Révolution de 1789, mais aussi en grande partie dans la Révolution américaine, d'autant plus qu'un membre de la commission chargée d'écrire la Constitution la connaît bien la démocratie en Amérique. C'est Tocqueville, éminent philosophe de la pensée libérale, parti aux États-Unis étudier le système pénitentiaire, pour au final écrire « De la démocratie en Amérique », son principal ouvrage dans lequel il expose sa pensée libérale, prônant un système bicaméral, avec une chambre haute et une chambre basse, une élection d'un président de la République et une décentralisation. C'est avec le soutien de nombreuses autres personnalités chargées d'écrire la Constitution qu'est donc établi un régime présidentiel à l'américaine, où le président est élu au suffrage universel masculin pour une durée de 4 ans, et une assemblée élue pour 3 ans qui vote les lois qui contrôlent le gouvernement, et qui élit le président au cas où aucun candidat n'atteint plus de 2 millions de voix. En revanche, rien n'est prévu pour gérer une situation où le président et l'assemblée sont opposés, ce que comprend bien le député républicain Jules Grévy, qui propose un amendement de quoi régler le problème, mais sans succès, l'amendement étant refusé à une écrasante majorité par l'assemblée. C'est donc avec cette nouvelle constitution établie qu'est organisée l'élection présidentielle de décembre 1848, pour élire le premier président de la République française. Mais il convient tout de même de faire un rapide tour du contexte politique. Tout d'abord, on retrouve la gauche républicaine, qui est bien divisée. Certes, les républicains ont la majorité, mais leurs divisions internes sont nombreuses. Ils sont donc divisés en plusieurs forces politiques. Les républicains bleus, favorables à Cavaignac, les républicains rouges, qui sont moins sévères à l'égard des révolutionnaires de juin, et les démocrates socialistes, qui veulent renforcer la démocratie et qui veulent une solidarité avec les révoltés du printemps des peuples. À droite de l'échiquier politique, on retrouve le second parti de l'Assemblée, le Parti de l'Ordre, regroupant des légitimistes, des orléanistes et quelques républicains favorables à un régime présidentiel à l'américaine. Ils n'ont pas de candidat précis, mais sont assez unis. Pour ce qui est des candidats, on retrouve en premier lieu le général Cavaignac, le bourreau des journées de juin, soutenu par l'Assemblée et par de nombreux journaux influents, notamment à tendance libérale. Pour autant, il est très impopulaire auprès d'une grande partie de la classe ouvrière, à cause des journées de juin. Il doit aussi faire face à de nombreuses rumeurs à son propos, et doit endosser toutes les responsabilités du gouvernement, comme l'impôt des 45 centimes. Tout cela le rendant impopulaire. Il n'arrive pas à rassembler autour de sa personne. Même les libéraux ne sont pas à l'unanimité pour Cavaignac. Le second candidat est le Dreux Rollin. Chef de la montagne, grand bourgeois et fervent républicain, il est très critiqué notamment par sa droite, pour son utilisation de l'État à des fins politiques, et pour sa forte inspiration de la Première République. Mais depuis les journées de juin, il est écarté du pouvoir, soupçonné d'avoir collaboré avec des clubs révolutionnaires. De plus, il est décrédibilisé par sa gauche. Le Dreux Rollin bénéficie donc d'une popularité toute relative. Encore plus à gauche, on retrouve le médecin François-Vincent Raspail. Inconnu des campagnes, c'est un vétéran de 1830 et de 1848 qui prône des idées sociales, comme l'instruction publique gratuite et obligatoire, ou encore l'impôt progressif. Sauf que depuis la manifestation du 15 mai, il est emprisonné, autant dire qu'il n'a pas réellement de chance d'être élu, d'autant plus qu'il s'oppose lui-même à l'élection d'un président de la République, estimant que le président ne devrait pas disposer de prérogatives royales. Un de ses rares soutiens est le journal Le Peuple de Proudhon, figure importante de l'anarchisme. En candidat indépendant, on retrouve le poète Alphonse de Lamartine, le candidat de l'illusion lyrique, ayant joué une place centrale au début de la Révolution de 1848, mais qui a perdu toute sa crédibilité après les journées de juin. Il n'a pas trop d'espoir de se faire élire, d'autant plus qu'il bénéficie de peu de soutien. Chez les monarchistes, on retrouve le général Changarnier, à tendance orléaniste, mais qui sera candidat légitimiste malgré lui, alors qu'il avait retiré sa candidature. Pour ce qui est du dernier candidat, Charles-Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de l'empereur, il faut revenir un peu en arrière. En effet, après 2 coups d'état échoués et s'être échappé de prison, Louis-Napoléon n'est plus autorisé à revenir en France. Mais après la chute de Louis-Philippe, le neveu de l'empereur peut enfin y retourner, et se fait élire par 5 départements. L'Assemblée craint donc Louis-Napoléon, qui possède une certaine popularité, notamment grâce à ses idées libérales et par le fait qu'il est revenu en France plus tard, ce qui a fait qu'il n'a pas pu jouer de rôle lors des journées de juin, ce qui l'arrange bien. Il siège donc à l'Assemblée, où il ne brille ni par son charisme, ni par ses talents oratoires. Le trait qui ressort le plus de lui est d'ailleurs son accent germanique, et sa faible connaissance du français. Ce qui l'arrange bien, car lorsqu'un amendement fut proposé voulant interdire à tout membre de dynastie déchue comme les Napoléonides de se présenter, le neveu de l'empereur répliqua avec une telle maladresse que l'Assemblée se dit qu'il n'était pas bien méchant. L'amendement sera même retiré. Il peut donc se présenter aux élections, et c'est avec le soutien de nombreuses personnalités influentes du Parti de l'Ordre, comme Adolphe Thiers ou Victor Hugo, qu'il se présente. Mais tous ne le soutiennent pas pour la même raison. Adolphe Thiers, par exemple, soutient Louis-Napoléon car selon ses dires, c'est un crétin que l'on mènera. La droite monarchiste y voit donc un homme aisément manipulable. Le neveu de l'empereur bénéficie aussi de plusieurs journaux le soutenant, comme l'Événement de Victor Hugo.
Mais son principal atout réside cependant dans une efficace campagne de propagande via des couleurs d'affiches ou des distributeurs de tracts. D'autant plus que son nom parle à tous. Peut-être que Raspail ou Ledru-Rollin ne dit rien aux paysans peu éduqués qui constituent la majorité de la population dans cette France rurale, alors que Napoléon, si. Cela permettant avec la propagande d'associer le neveu de l'empereur à l'empereur, certains en étant même à croire que ce dernier était revenu. De plus, dans cette France rurale, l'influence du curé est très forte, ce qui permet de facilement influencer les électeurs pour qu'ils votent pour tel ou tel candidat, et notamment Louis-Napoléon, car il incarne l'ordre. Pour ce qui est de la gauche, une bonne partie le soutient, notamment pour ses promesses sociales. En effet, lorsque Louis-Napoléon était en prison, il a pu écrire 2 ouvrages. L'analyse sur la question des sucres, dans lequel il défend l'industrie métropolitaine de sucre face à la production des colonies, ce qui lui attire la sympathie des betteraviers, et le plus connu, de l'extinction du paupérisme, dans lequel il s'inspire des idées saint-simoniennes, avec des phrases comme « La classe ouvrière ne possède rien, il faut la rendre propriétaire », ce qui lui rend populaire auprès d'une partie importante de la classe ouvrière. Les inscrits sont appelés à voter le 10 décembre 1848, et 10 jours plus tard, les résultats sont officialisés à l'Assemblée. Louis-Napoléon est sans surprise élu avec une très large majorité, avec plus de 70% des suffrages exprimés. Le général Cavaignac, quant à lui, obtient près de 20% des suffrages, ce qui est assez décevant, d'autant plus qu'il n'est majoritaire que dans 6 départements, notamment en Bretagne et en Provence, où le mythe napoléonien est moins ancré, ces régions étant plutôt à tendance légitimiste. Et faute de candidats, il vote pour Cavaignac. Pour ce qui est de Ledru-Rollin, il a fait un score assez décevant, de 5%, soit bien moins que prévu, mais il a tout de même réussi à conserver la montagne en tant que 3e force politique. Pour ce qui est de François-Vincent Raspail et de Lamartine, tous deux n'ont même pas atteint 1% des suffrages. Mais pour Raspail, c'est tout de même un résultat honorable, d'autant plus que la quasi-totalité de ses voix viennent de Paris ou de Lyon. Dans le département de la Seine, il obtient près de 5% des suffrages. Pour Lamartine, c'est une humiliation, ce dernier ayant à peine réussi à avoir 20 000 suffrages. Sa carrière politique est alors définitivement achevée. Le nouveau président Charles-Louis Napoléon Bonaparte accède donc à ses fonctions. Il prête alors serment en présence de Dieu et devant le peuple français représenté par l'Assemblée, comme le stipule l'article 47 de la Constitution, et devient le premier président de la République. Pour autant, l'avenir du régime est encore incertain. Il reste à organiser les élections législatives pour 1849 et à faire face aux nombreux problèmes de la Constitution. D'autant plus qu'avec son accession au pouvoir, c'est des membres du Parti de l'Ordre qui accèdent à des postes importants, alors même qu'ils sont hostiles à la République. Mais ça nous le verrons dans un futur épisode. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas louper la suite de mes futures vidéos.